culture de Treichville, ce qui démontre bien que le livre est vecteur des identités culturelles. 2 ans après l'énième coup d'État de son histoire, la Guinée-Bissau élit son président lors du second tour de l'élection présidentielle pour retrouver la stabilité politique. C'était en 2014, le 18 mai plus précisément. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Grande affluence au Salon international du livre d'Abidjan. Élèves et étudiants étaient en première ligne lors de cette 10e édition. Le livre ouvre de vastes horizons, d'où le thème de cette année, le livre est vecteur des identités culturelles. Grâce au livre, donc, il est possible de voyager sans prendre le train ni la voiture, encore moins l'avion. En lisant, l'on apprend mieux l'orthographe des mots et l'on enrichit aussi bien son vocabulaire. Le Salon international du livre d'Abidjan, SILA, est la plateforme de promotion de la lecture et de l'écriture par excellence. Cet espace dédié aux passionnés de littérature est un rendez-vous incontournable pour jeunes élèves et étudiants. Ces derniers ne l'ignorent pas. Le livre s'est défini comme un moyen de se cultiver et de développer l'esprit critique. Nous sommes ici pour découvrir des livres et des romans écrits par des auteurs. Quelques histoires peuvent nous faire changer de comportement. J'apprends à écrire. Donc je suis venu visiter, voir comment ça se passe et puis aussi on apprend d'eux. J'accorde plus d'importance à la littérature, à tout ce qui concerne les livres. C'est un vaste champ de connaissances. Affluence aussi du côté des exposants avec 50 stands. Grâce à ce salon, leurs œuvres bénéficieront d'une plus grande visibilité. Rencontrer les élèves et étudiants, échanger avec eux sur des œuvres qu'ils ont déjà lues ou leur en proposer de nouvelles représente pour ces auteurs, écrivains et éditeurs, une grande source de motivation. Le SILA nous permet de changer et de partager avec les écrivains. Lorsqu'ils découvrent celui qui a écrit le livre, il y a un engouement beaucoup plus important vers ce livre-là, parce qu'il connaît la personne qui a écrit et il sait que s'il écrit un jour lui aussi demain, il pourra devenir comme cet écrivain qu'il a vu. C'est pour cela qu'ici, nous permettons aux écrivains de venir dans notre bibliothèque pour échanger avec les élèves et se faire connaître des élèves. Un auteur, quand il écrit un livre, il aimerait bien que son œuvre ait une visibilité sur le plan international. Et ce livre est au programme scolaire du Gabon. Moi, je suis Camerounais, mais j'aimerais bien qu'il soit au programme scolaire d'autres pays africains. Et pour moi, c'est un espoir que je fonde aujourd'hui à Abidjan. Outre ces étudiants, la présence des visiteurs d'origines diverses est à noter. Le livre, vecteur des identités culturelles, c'est le thème de l'édition 2018 qui connaît, selon le commissaire du salon, un réel engouement. Avec une forte participation des populations, composées des jeunes, de femmes, mais aussi pas mal de pays, frères et amis, à commencer par les États-Unis d'Amérique, qui viennent comme pays invité d'honneur, mais également le Canada, la France, le Cameroun, la Guinée, le Sénégal, le Gabon. Le Salon international du livre d'Abidjan, ouvert le 16 mai au Palais de la Culture d'Abidjan, refermera ses portes le 20 mai. Le reportage de Nadia Edja a été commenté par Pagassoro Kone. 30 élèves des lycées et collèges des 10 communes d'Abidjan ont croisé le verbe lors de la 2e édition du tournoi de la langue française. Ils étaient soumis à plusieurs épreuves, dont la lecture. L'idée, promouvoir la langue française en Côte d'Ivoire en vue de parfaire le vocabulaire des apprenants. Doigt des lasers. Maurice Prénom et Nadine, son épouse, venaient de débarquer. 30 élèves au total vont devoir se soumettre à cette épreuve de lecture. Au cours de ce tournoi de la langue française, chacun des candidats devra faire montre de ses compétences en art oratoire. Le test est issu de l'œuvre de Jean-Philippe Hougoin, « Les grands ne savent pas pleurer ». Les candidats issus des lycées et collèges des 10 communes d'Abidjan seront évalués selon les critères suivants: la diction, la phonétique et les règles de ponctuation. Il consiste à emmener la jeunesse ivoirienne, surtout les jeunes du secondaire, du primaire, à aimer la lecture, à aimer la formation. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse formée, d'une jeunesse éduquée. Et la vraie et réelle éducation ne se fait que par la lecture. C'est juste des petits critères pour juste réveiller
ces différentes capacités qui sont endormies dans nos enfants. C'est une plateforme intéressante selon les participants qui voient en ce tournoi de la langue française comme une opportunité pour parfaire leur manière de s'exprimer oralement. Ce concours m'apporte beaucoup parce que je suis aussi une passionnée des livres. J'aime beaucoup lire, j'aime la littérature. Donc au fur et à mesure que je participe au concours littéraire, j'obtiens beaucoup de livres pour pouvoir améliorer mes connaissances en littérature. La lecture est le fondement de toute culture. C'est ainsi, selon Mohamed Salomé, parrain du tournoi, le seul moyen pour enrichir son vocabulaire. Ces candidats qui représentent la Côte d'Ivoire de demain ont le droit de comprendre que la langue française, c'est un art. C'est l'art du savoir, c'est l'art de savoir parler. Et il faut faire en sorte que ces enfants-là s'expriment beaucoup mieux et se dirigent vers ce qu'on appelle une perfection de l'articulation des mots et de l'alphabet. Et il est important donc de soutenir ce genre d'événement. Le tournoi de la langue française est à sa 2e édition en 2018. Les lauréats auront comme récompense divers lots, dont les livres et des cahiers. Selon un nouveau bilan de l'OMS, le nombre de morts dus à Ebola en RDC s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés. Les agences d'aide internationales et pays voisins de la République démocratique du Congo étaient mobilisés aujourd'hui au siège de l'OMS à Genève contre l'épidémie de la fièvre hémorragique Ebola qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, ne représente pas pour l'instant une urgence de portée internationale. Une fusillade dans un lycée de Santa Fe au Texas, 7 aux États-Unis, a fait entre 8 et 10 morts aujourd'hui parmi les étudiants et le personnel. Selon le shérif, le tireur est un élève dans le lycée de cette localité. C'est demain le mariage du prince Harry et Meghan dans la caserne de la Household Cavalry à Londres. Les soldats du régiment auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Windsor. Et bien qu'ils aient l'habitude des grandes cérémonies, le 19 mai aura une saveur toute particulière. Pour certains, le prince Harry est un ancien compagnon du régiment. Le jour J approche. La fanfare royale révise ses dernières gammes avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. La pression monte, ils savent qu'ils n'auront le droit à aucune fausse note. Il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, je suppose que ce sera à moi d'assumer au bout du compte. Je ne sais pas, peut-être qu'il rouvrirait les cachots de la Tour de Londres pour moi, qui sait. Ce sont les soldats de la Household Cavalry qui auront pour mission d'escorter le carrosse du couple princier sur les pavés de Windsor. Le régiment joue le rôle de garde du corps de la famille royale depuis des siècles et parade régulièrement lors des grands événements et notamment lors de l'anniversaire de la reine. Le prince Harry y a servi pendant 10 ans et pour ses anciens compagnons d'armes, le 19 mai aura une saveur toute particulière. J'ai fait plusieurs grandes parades. Cela fait plusieurs années que je suis dans la Household Cavalry. Mais c'est toujours sympa d'aller à un mariage quand on connaît la personne. Les mariages sont des occasions merveilleuses et celui-ci l'est un peu plus qu'un mariage normal. Avec les calèches, les chevaux, le château et les fanfares. Donc j'ai vraiment hâte. Les préparatifs touchent à leur fin dans la caserne et rien n'est laissé au hasard. Même les chevaux se refont une beauté avec des fers tout neufs. Une marque de fabrique pour ce régiment qui sait que le diable se cache dans les détails. Cette attention aux détails qui leur est demandée, la gestion du temps et la discipline, l'entretien non seulement personnel mais aussi leur cheval, sont tous directement transférables au côté opérationnel. Et je crois que cela fait de meilleurs soldats et de meilleurs cavaliers. Pas moins de 250 membres des forces armées joueront un rôle le jour de la cérémonie, mais pour eux, il s'agit d'un engagement professionnel avec une touche personnelle. Ainsi, rien n'est trop beau et tout le monde est sur le pont pour que tout brille lors du grand jour pour leur ancien camarade de régiment. Et c'est demain. Sachez que l'ensemble de la hiérarchie de l'Église catholique chilienne a présenté sa démission aujourd'hui dans le cadre du scandale de pédophilie et d'Ormeta. Cela fait suite à une série de mea culpa du pape François. La balle est dans le camp du pape pour prendre des sanctions nominatives après cette démission collective sans précédent depuis 2 siècles. Dans une courte déclaration adressée hier soir aux 34 évêques chiliens à l'issue de 4 rencontres au Vatican, le pape argentin avait annoncé des changements à court, moyen et long terme pour rétablir la justice.
Place à l'éphéméride. Les Bissau-Guinéens ont voté dimanche 18 mai 2014 pour le second tour de l'élection présidentielle dans l'espoir de ramener la stabilité dans leur pays 2 ans après l'énième coup d'État de son histoire. Près de 800 000 électeurs de Guinée-Bissau étaient appelés à choisir entre José Mario Bas et Nuno Gomes. Faisons un tour dans le passé avec Dangui Dangui. Le second tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau s'est déroulé le 18 mai 2014. Les opérations de vote qui avaient débuté à cette heure dans plus de 3000 bureaux à travers le pays se sont déroulées normalement, en général dans la capitale et en province, selon la Commission nationale électorale CNE. 60 à 65% des inscrits avaient voté vers 15h30. Le premier tour, organisé en même temps que les législatives le 13 avril, avait connu un taux de participation de 89,29%, un record d'après la CNE. Près de 800 000 électeurs sont appelés à choisir entre José Mario Vaz, dit Jomav, 57 ans, du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PAICG, première formation du pays, et Nuno Gomes Nabiam, 51 ans, sans étiquette, mais soutenu par le Parti de la Rénovation sociale PRS, deuxième formation du pays et des chefs de l'armée. Après avoir voté, José Mario Vaz, ex-ministre des Finances, a dénoncé des intimidations incluant des agressions physiques à l'encontre de ses partisans par des gens armés. Dans des communiqués distincts, le PAICG et la Ligue bissau-guinéenne des droits de l'homme, LBGDH, ont parlé de 3 pro-Vaz agressés samedi à Bissau et de 15 dimanches à Bafata, dans l'est du pays. Nuno Nabian, directeur national de l'aviation civile depuis 2012, a nié être le candidat de l'armée en dépit de sa proximité, bien connue avec le haut commandement militaire. L'entourage de Nuno Nabian a par ailleurs dénoncé une tentative de corruption de ses partisans dans la nuit de samedi à dimanche à Bafata. Le scrutin doit permettre de ramener la stabilité en Guinée-Bissau 2 ans après un coup d'État militaire qui, le 12 avril 2012, a renversé le régime du PAICG entre les 2 tours d'une présidentielle. Avant le scrutin, des appels à un vote au calme et au respect du verdict des urnes ont été régulièrement lancés dans le pays comme à l'étranger pour éviter tout dérapage. La Guinée-Bissau, ex-colonie portugaise de 1,6 million d'habitants, ne compte plus les coups d'État depuis son indépendance en 1974. Rares sont les dirigeants ayant pu finir leur mandat sans être renversés ou assassinés. Cette instabilité politique et la pauvreté ont facilité l'implantation de trafiquants de drogue avec la complicité présumée de hauts responsables de l'armée. Le chef d'état-major général de l'armée, le général Antonio Ngia, a dirigé le putsch d'avril 2012. Selon le chef du bureau de l'ONU à Bissau, José Ramos Horta, l'armée a promis d'accepter les résultats du scrutin de dimanche. Fin avril, les 2 candidats avaient déjà pris le même engagement public. Plusieurs organisations nationales et internationales, dont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine UA, avaient déployé des observateurs pour superviser le scrutin. José Mario Vaz a été élu président de la Guinée-Bissau avec 61,9% des voix. Cette élection marque le retour progressif à la légalité constitutionnelle de ce pays. C'était un récit de Parga Sorokone. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout portez-vous bien.